préviens, Martin m'a dit que j'avais le droit de parler sans détour et de pas prendre de pincettes. Donc c'est parti. Voilà. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, en fait, dans mon témoignage, c'est vous faire ressentir vraiment pourquoi est-ce que ça n'a absolument aucun sens de freiner le recrutement des personnes handicapées. Et au-delà de n'avoir aucun sens, je pense que ça a même un effet contre-productif et voire complètement pas du tout stratégique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, mais avant de vous expliquer tout ça, il faut quand même que je vous explique un peu mon histoire pour que vous compreniez si oui ou non j'ai une légitimité à pouvoir parler de ce sujet. Donc, je commence par le commencement. Je m'appelle Lorraine Messeka, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et je ne suis pas un handicap. Est-il vraiment nécessaire de le préciser? Je ne crois pas qu'en entreprise, on se présente en faisant la litanie de ses souffrances. On se présente généralement en donnant son nom et son prénom, et éventuellement ce qu'on fait. Donc moi, je m'appelle Lorraine Messeka, je suis conférencière, et j'ai travaillé 10 ans avant ça en ressources humaines. C'est un domaine que je connais bien. Donc, cherchez pas sur Wikipédia, j'ai pas de page Wikipédia, je suis pas du tout connue. Le seul endroit où je suis connue, c'est à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP pour les intimes, où là, je suis une énorme heureuse star en verlan pour les vieux. Et vraiment là-bas, je vous assure, je fais des checks aux ambulanciers, ils me disent « Ouais, Lorraine, trop cool de doigts en position verticale, on est content et tout. » Les internes et les externes me disent « Mais attendez, Madame Messeka, on vous a étudié en cours. » Et les médecins, par contre, eux, paniquent quand je rentre dans leur service. Et là, et donc voilà, donc c'est le seul endroit où je suis connue. Soyez pas trop intimidés, c'est la seule gloire que j'ai, je n'en ai pas ailleurs. Ne soyez pas intimidés aussi parce qu'en fait, vous et moi, on se ressemble vachement. Moi, c'est vous et vous, c'est moi. Et là, vous vous dites, pas du tout, mais moi, je suis pas du tout handicapée, de quoi elle parle. Mais je vous assure que je pourrais être votre sœur, votre fille, votre nièce, votre meilleure amie ou votre collègue. Jusqu'à 25 ans, j'avais une vie, tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais plein d'amis, je faisais des voyages de fou, j'étais en quête d'intensité, j'avais fait des belles études, j'ai fait le M Lyon juste à côté d'ici, après j'ai fait un master spécialisé en ressources humaines, je sortais beaucoup, j'avais des before, des after, des dîners, enfin bref, des histoires d'amour qui ravagent les cœurs. D'ailleurs je pense qu'à l'époque mon vrai problème dans la vie c'était les mecs. Je crois qu'aujourd'hui j'ai pris peut-être un peu de recul, mais voilà, j'avais une vie, on peut dire que j'étais en haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que mon besoin ou ce que je visais c'était d'avoir une carrière sympa, m'acheter un appart, éventuellement trouver un mec qui ressemble à Bradley Cooper, et puis avoir des enfants. Sauf que le jour où j'ai signé mon premier contrat, et où je partais 2 ans à Londres en VIE, j'ai été surprise par une brusque fièvre. Comme je n'avais aucun problème de santé, aucune prédisposition à tomber malade, personne ne s'est inquiété, mais bon, au bout de 48 heures, je commençais à délirer, et on s'est dit, mince, on va quand même aller à l'hosto. Arrivé à l'hôpital, malheureusement, peut-être parce que j'étais en bonne santé et jeune, les médecins n'ont pas pensé que je pouvais avoir quelque chose de grave et ils n'ont pas vu qu'en fait j'avais une infection qui était en train de grignoter une petite partie de mon cœur. Donc je suis restée pendant plus de 15 jours à 41,7 de fièvre tous les jours et quand ils ont vu que j'avais vraiment un problème au cœur, ils m'ont transférée en urgence, mis des antibiotiques à balles et essayé de m'opérer. L'opération s'est bien passée, mais en sortant du bloc, 3 heures après, j'ai fait ce qu'on appelle un choc multiviscéral. Tous mes organes se sont arrêtés de fonctionner. J'ai été redescendue au bloc en urgence. La réanimatrice que j'aime d'amour a massé mon cœur avec sa main pour que mon cerveau soit pas trop atteint. Enfin, pas plus qu'il n'est aujourd'hui. Et j'ai été rapidement placée sous circulation extracorporelle, sous respirateur, sous dialyse pour faire fonctionner le rein, puisque je n'avais aucun organe qui fonctionnait, et évidemment en coma artificiel. Ce coma artificiel, il a duré 2 mois et demi. 2 mois et demi pendant lesquels tous mes organes sont repartis, sauf mon cœur et mes reins. Pas de bol, ça sert quand même pas mal au quotidien, pour boire, vivre, tout ça, quoi. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une première greffe cardiaque pendant mon coma. Donc concrètement, à 25 ans, je me suis réveillée après 2 mois et demi de coma avec un nouveau cœur, plus de reins, des poils partout sur la gueule à cause des effets secondaires des médocs, plus de cheveux, 80 kilos d'œdème et paralysée, puisque j'ai eu une neuropathie du coma. C'est ce que j'ai appelé le concept de paf le bus, c'est-à-dire tu te promènes tranquillement dans la rue, t'es là, t'as fini tes études, t'es toute contente, et boum, dans ta gueule. Voilà. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je réapprenne tout. Donc j'ai réappris à me mettre assise, à me mettre debout, à faire 1 pas, 2 pas, à déglutir, à respirer seule, à tenir un stylo, à faire des lignes, bref, à tout ce que vous pouvez imaginer, mais surtout, à tout ce que vous pouvez même pas imaginer.
Et puis ensuite, restait quand même le problème du rein, qui n'était pas reparti, lui non plus. Et j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre que ma mère était compatible avec moi et qu'elle pouvait me donner un rein. J'ai donc reçu une greffe de rein, et grâce à ça, j'ai été libérée de la dialyse. Là, je me suis dit, cool, nouveau cœur, nouveau rein, on repart, je suis all set, c'est reparti. Sauf que le premier cœur greffé était un peu abîmé pendant le transport, et surtout, j'ai fait quelques petits infarctus avec dans le coma, donc il n'arrivait pas à perfuser correctement le rein nouvellement arrivé. Résultat des courses, on m'a proposé une seconde greffe cardiaque. Tout ça en 13 mois. Le truc, même quand je le raconte, là je me dis, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et si. Et donc j'ai eu la chance de bénéficier d'une seconde greffe cardiaque, tout ça en 13 mois. Donc à 26 ans, j'avais 2 greffes de cœur à mon compteur, donc je t'en ai mon 3e cœur, un rein greffé, 2 ans d'hosto, 6 mois et demi de réanimation. C'est ce qu'on appelle faire une chute dans la pyramide de Maslow, où tu étais au top, et là, d'un coup, tu te retrouves en bas à devoir remplir seulement des besoins physiologiques de il faut que tu te nourrisses, il faut que tu dormes, il faut que tu réapprennes à marcher, et en plus, tu dois te satisfaire de réussir à faire ces choses qui devraient être naturelles. Je vous assure, c'est un peu insupportable quand on avait mon dynamisme tout court pour tout le monde. Voilà. Après, ça a été le moment de reprendre le boulot. Et c'est là où j'ai pas mal de choses à dire en lien avec la journée d'aujourd'hui. J'ai repris le boulot 9 mois après ma seconde greffe de cœur. Et je ne sais pas si je vais réussir à vous décrire le bonheur, la douceur, la puissance que ça a été pour moi de retourner au travail. De partir le matin dans le vent, comme ça, avec toutes les autres personnes qui allaient au travail, d'être attendu quelque part, mais quelque part ailleurs qu'à l'hôpital. D'arriver dans un endroit un peu feutré, avec une lumière assez douce, avec souvent de la moquette, ça sentait le café, il y a toujours un type qui ramène des chouquettes et des croissants pour te faire fâter tout au long de l'année. Enfin bref, cette douceur incroyable d'être autonome, indépendante, d'avoir mon appart, de ne pas avoir quelqu'un qui sait où je suis, que tout le temps, en permanence, et d'être fière de pouvoir travailler, de servir à quelque chose, d'appartenir à une équipe. Enfin vraiment, c'était merveilleux pour moi. Et moi, je n'avais pas envie d'une vie extraordinaire. J'avais eu ma dose d'émotion pour le reste de ma life, là, en fait. J'avais juste envie d'une vie banale, et j'étais donc très heureuse, très engagée dans mon travail. Et puis, pour autant, j'ai quand même noté que ma carrière évoluait pas aussi vite que celle de mes amis. Alors certes, j'avais des consultations médicales, mais je travaillais plus tôt le matin, plus tard le soir. Mon boulot était fait, mes évaluations étaient parfaites. Mais un jour, en passant dans le couloir, j'ai entendu mon boss, mon chef de département, que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, dire « on ne peut pas confier ce projet à Lorraine parce qu'on ne sait jamais, elle peut partir au jour au lendemain ». Ce qui est quand même assez drôle dans la mesure où le type fout de la mayo et du ketchup sur ses frites tous les jours. Croyez bien que j'ai dégusté ma vengeance un peu de temps après, en lui faisant remarquer que s'il continuait, c'est lui qui allait partir avant moi. Et oui. Voilà. Et puis en fait, pendant que j'ai repris ce travail, les 10 années où j'ai travaillé, j'ai également été responsable de la mission handicap du département dans lequel je travaillais. Donc j'ai pas mal de personnes en situation de handicap qui sont venues me voir, me parler, échanger avec moi. Certains se sont fait reconnaître RQTH, d'autres pas du tout, parce qu'ils avaient peur d'être saqués, d'avoir leur carrière ralentie, et il faut le dire parfois à juste titre. Mais moi, j'ai jamais compris. En fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que ces types et ces nanas qui étaient brillants, hyper investis, je peux vous dire que le taux d'investissement du coup des personnes en situation de handicap en entreprise, à mon avis, est supérieur parce que nous, on sait ce que c'est que d'en chier et de s'emmerder toute la journée à l'hôpital, à se dire combien de temps est passé là, t'as l'impression qu'il s'est passé 3 quarts d'heure, en fait, il s'est passé vraiment 1 minute max. Enfin, le temps ne s'écoule pas là-bas. Hein. Donc tous ces gens-là qui sont des guerriers, qui sont volontaires, brillants, lucides sur ce qu'ils sont capables de faire ou non, ils évoluaient pas. Et moi, je comprends pas. Parce que je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils imaginent, les gens, les RH qui travaillent avec nous? Pourquoi ils ne les font pas évoluer? Vous avez peur de quoi? Sérieusement? Qu'ils s'absentent 15 jours? Et alors, ils sont irremplaçables? Je crois pas. N'importe qui peut s'absenter 15 jours. En fait, on est tous en CDD renouvelable. Là. Ça se trouve, vous allez partir avant moi et je vais tous vous coiffer au poteau, avec mes 3 greffes et le reste. Enfin, vraiment, pour moi, c'était incompréhensible. Il n'y a aucune raison... on n'est pas fini. Il n'y a aucune raison qu'on ait besoin qu'on ait peur de ces gens-là. Du coup, ça me stresse. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même, il faut quand même, je vous dis, j'oublie tout le temps de le raconter, mais moi, j'ai dû partir du coup de mon boulot et visiblement la boîte ne s'est pas effondrée. J'ai dû partir de mon boulot parce qu'il m'est arrivé un nouveau truc. Le scénariste de ma vie a décidé de faire une saison 3. Après les 3 greffes là, il s'est dit on va quand même lui rajouter un truc à elle, on sait jamais, ça pourra peut-être marcher et attirer les foules. On m'a détecté il y a 3 ans une rétinopathie auto-immune.
Le diagnostic, enfin le pronostic, c'est la cécité. Donc en fait, depuis 3 ans, je perds la vue. Je me vois perdre la vue tous les jours. Et effectivement, je vois quasiment plus rien aujourd'hui. Je ne vous vois quasiment pas. Et donc, j'ai dû quitter mon boulot. Et en fait, outre l'abîme qui s'est ouvert sous mes pieds à ce moment-là, ce qui m'a fait vraiment, vraiment, vraiment chier, et je parle avec mes tripes aujourd'hui, c'est que j'ai dû quitter cette vie normale que j'avais reconstruite. J'ai dû quitter la douceur d'un boulot. Moi, j'étais pas stressée. Quand mon cœur bat et que je pisse, le reste, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc franchement, de devoir quitter ce travail, ça a été pour moi un déchirement. Et je savais que le moment où je mettrais un pas de côté de ce travail, il faudrait que je déploie un effort maximal pour un jour retrouver la douceur de cette vie. Alors vraiment, maintenant, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'une nana comme moi, après tout ce qu'elle a traversé, elle postulerait à un poste qu'elle n'est pas capable de remplir? Est-ce que vous pensez qu'après tout ce que j'ai souffert, j'irais mettre ma santé mentale et physique en danger? Vraiment. Est-ce que vous pensez vraiment que je ferais ce genre de choses? Ou est-ce que vous pensez que je suis le genre de fille à rechigner devant l'effort? Je crois pas. Je crois que les gens ont peur du handicap pour rien. La seule raison pour laquelle vous devriez avoir peur du handicap, c'est pas parce qu'on va être absent ou incompétent, c'est parce qu'une meuf comme moi, dans une entreprise comme la vôtre, ça prend votre place, et très rapidement.